Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jacques Forêt. Je lui demande comment faire pour préserver la santé mentale des employés en milieu de travail. Pierre Laporte amène son sujet à l'espresso et l'espresso allongé, la crise de la proche-aidance. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet, microplastique et cerveau. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Jacques est maintenant mon invité, Jacques Forêt. Bonjour, M. Forêt. Bienvenue Bonjour. à Folie douce. Vous êtes professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion, ESG, de l'UQAM. Exact. Donc, on va parler aujourd'hui, le sujet, en gros, on va vraiment développer ça. C'est un peu l'importance là, de gérer les milieux de travail de façon à préserver la santé mentale des employés. On parle souvent que c'est important là, de s'occuper de ses employés, puis de plus en plus, avec une certaine rareté et tout ça. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment vous voyez tout ça, comment vous voyez un peu ce secteur-là? On va mettre la table, évidemment, pour échanger là-dessus, mais on va apprendre des choses, je pense. Oui, bien, nous, le modèle qu'on utilise pour appréhender le fonctionnement humain optimal, c'est la théorie de l'autodétermination. C'est un modèle qui est né aux États-Unis dans les années 80. C'est maintenant utilisé depuis une bonne cinquantaine d'années. Là. C'est maintenant testé dans plus de 164 pays. Puis ce modèle-là, c'est 6 mini-théories mises ensemble pour faire une grande théorie. Mais un des morceaux les plus importants pour aborder la santé psychologique, c'est les besoins psychologiques qui sont innés et universels. Des besoins physiologiques, l'être humain, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de boire de l'eau, manger, dormir, respirer de l'oxygène. Si on a ça, ça va bien, mais si on l'enlève, si on enlève l'eau, si on enlève l'oxygène, ça va pas bien. Donc, les besoins physiques, on les comprend bien. Lorsqu'il est question des besoins psychologiques de l'être humain, le modèle le plus largement répandu et connu, c'est la fameuse pyramide des besoins de Maslow, que j'invite les auditrices et éditeurs à oublier parce que c'était une belle approximation il y a 80 ans. L'évolution de ça nous apprend qu'il y a 3 besoins qui sont plus importants que les autres. Okay. Ce sont les besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation sociale. Donc, l'autonomie, c'est de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites et d'agir avec authenticité. Le besoin de compétence, c'est de se sentir efficace, efficient. Puis le besoin d'appartenance ou d'affiliation, c'est de sentir qu'on peut prendre soin des autres et que les autres peuvent prendre soin de nous si on en a besoin. La recherche va montrer que ce soit au travail ou ailleurs, lorsque ces 3 besoins-là sont satisfaits ou ils sont plus satisfaits qu'insatisfaits ou frustrés, c'est là qu'on va avoir de la santé psychologique, du bien-être, de la concentration, du fonctionnement optimal. Donc, je fais un long préambule pour montrer que le bien-être au travail ou ailleurs, ça s'explique en grande partie par le fait d'avoir les bonnes vitamines psychologiques dans les différentes sphères de vie, ce qui amène l'être humain à être simultanément bon et bien. Est-ce que, d'après vous, M. Forêt, vous avez constaté ou vous en avez des échos que les milieux de travail, en général, et dans plusieurs milieux, est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on le met en pratique? Quelle est la situation un peu actuellement? Bien, j'aurais pas de statistiques là, éloquentes à déclarer, mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, c'est souvent lorsqu'il y a beaucoup de problèmes que les gens réagissent. On va dire en anglais « bad is stronger than good ». Quand ça va très mal, s'il y a le feu dans votre maison, vous sortez dehors. On se concentre sur le problème. Donc, souvent, les organisations vont dire nos réclamations d'assurance ont explosé. On a de l'absentéisme. On a eu des tentatives de suicide. Donc, c'est parfois lorsqu'il y a des événements très négatifs que les gens se réveillent. En même temps, au fil du temps, on se rend compte qu'il y a comme une prise de conscience générale, que ce soit au travail ou ailleurs, que l'on peut simultanément diminuer ce qui va mal, c'est important, puis c'est souvent par là que ça éclot les demandes, et en même temps, augmenter ce qui va bien. Donc, ce que j'aime avoir au fil des décennies, là, moi, ça fait 17 ans que je suis prof maintenant. Les années filent. Les années filent. Et au fil du temps, au départ, c'est un peu tabou. Là, on a commencé à dire c'est important d'en prendre soin lorsque ça va mal. Mais le récent discours, moi, je m'inscris dans le courant qui s'appelle la psychologie positive. L'adjectif est peut-être mal choisi parce que la psychologie positive, elle veut simultanément réduire le négatif et augmenter le positif. Puis ce qui est le fun en recherche et en intervention, c'est qu'on a maintenant les outils à la fois pour adresser et neutraliser les problèmes et en même temps augmenter ce qui va bien. Donc, je dirais que c'est un peu l'évolution qu'on a vue au fil du temps. Ça a l'air d'une évidence, effectivement, réduire les problèmes, augmenter le positif. Tout le monde dirait, ben oui, ça a du bon sens, puis ça ressemble simple. Est-ce que ça l'est simple d'appliquer ça? Ben,
est-ce que c'est simple? La réponse est oui et non, ou ça dépend, c'est la réponse préférée des psychologues, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'aime bien le modèle de Corey Keyes, qui est un chercheur américain, qui justement nous montre qu'on peut simultanément vivre mal-être et bien-être. Pensez à une journée normale, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Il y a tout le temps dans une journée des éléments négatifs et il y a tout le temps des éléments positifs à différentes intensités, à différentes durées et à différentes fréquences. Donc, l'important, c'est en général d'avoir un peu plus de positif que de négatif. C'est ce qui va faire en sorte que ça va bien. L'erreur que je vois le plus souvent dans mes interventions en organisation, que ce soit des formations, des diagnostics ou des ateliers, c'est de penser que juste réduire le négatif ou juste augmenter le positif, ce sera suffisant. Je vais faire une analogie financière pour que les gens comprennent bien. C'est comme si un conseiller financier vous dit « remboursez votre hypothèque ». Mais un conseiller financier ne vous dira pas « ne faites que rembourser votre hypothèque ». Il va vous dire « mettez un peu d'argent pour rembourser vos prêts, votre hypothèque, etc. » Simultanément, mettez un peu d'argent de côté pour votre retraite. Donc, simultanément, vous réduisez vos dettes et vous investissez dans le futur. C'est la même logique au niveau de la santé psychologique. Il faut se garder de l'énergie pour détecter, intercepter puis neutraliser ce qui va mal. Il faut agir. Et en même temps, augmenter ce qui va bien. L'erreur que je vais voir, là, peut-être je me répète un peu, mais ça va être de dire on va faire juste un ou juste l'autre et ce sera suffisant, mais ça ne l'est pas. Donc, à votre question, est-ce que c'est compliqué? Moi, ce que j'aime avec la théorie de l'autodétermination, c'est que ça percole tout le vécu humain à travers le prisme de besoins qui sont innés et universels. Donc, innés, on les a de la naissance à la mort. Il n'y a pas de moment dans votre vie où, pour 30 minutes, vous pouvez vous dire « je vais me passer d'oxygène », vous allez mourir. C'est la même logique avec ces trois besoins-là. C'est peut-être moins saillant que le manque d'oxygène, mais lorsqu'on est contraint de devenir quelqu'un que l'on n'est pas vraiment, lorsqu'on ne nous donne pas les moyens pour exploiter notre talent dans une mission qui nous est importante et lorsqu'on se sent isolé ou activement repoussé, il n'y a pas d'endroit sur Terre, il n'y a pas de secteur d'activité où l'être humain va se sentir bien lorsque les vitamines psychologiques sont absentes ou menacées. Donc, lorsqu'on comprend que les trois besoins sont importants pour tout le monde, partout et tout le temps, ça simplifie un peu, mais lorsqu'on double-clique sur les différents milieux, les différentes populations, ça peut devenir compliqué, mais en même temps, la recherche permet assez bien de simplifier où on doit intervenir. Est-ce que vous vous êtes toujours intéressé à ce côté un peu psychologique et amélioration? Tu sais, dans le fond, vous dites que ça fait peut-être plus que ça fait 17 ans environ. Là. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui vous passionnait et pourquoi? Moi, au départ, mon élan initial, c'est la psychologie du sport. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment un athlète peut être bon et bien. J'ai eu la chance d'avoir un psychologue en kinésiologie. Son nom, c'est Claude Sarrazin, mon directeur de thèse, avec qui je parle encore à chaque année. On a gardé contact. Puis Claude, lui, œuvrait simultanément entre le sport et le travail. Parce qu'il disait, moi, ma job, c'est que les gens soient bons et bien simultanément. Ouais. Donc, c'est lui qui m'a ouvert un peu les yeux que c'était bonnet blanc, blanc bonnet. C'était un peu la même chose. Puis, à la fin des années 90, début des années 2000, lorsque je commençais mon doctorat, est apparu le courant de la psychologie qu'on appelle dite positive. Donc, ça a comme été bien coordonné et j'ai pu enfin voir tout le spectre des possibles. C'est comme si la psychologie et la médecine, pendant 200 ans environ, on avait uniquement un thermomètre qui mesure les températures négatives. Donc, on pouvait se dire, bien, il fait pas de négatif, mais on ne sait pas, est-ce qu'il fait 18, est-ce qu'il fait 25? Et là, on avait toute l'amplitude du vécu humain. Puis un des sous-courants, je dirais, de la psychologie positive qui m'habite beaucoup, c'est le fait de connaître ses forces pour les utiliser souvent longtemps et intensément. Il y a un questionnaire gratuit qui est absolument magnifique. C'est l'équivalent de 4000 personnes par jour qui le passent. Ce questionnaire-là s'appelle le Values in Action. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. La page d'accueil est en anglais, mais on peut le passer en 41 langues, dont le français. Quand vous passez ce questionnaire-là, ça va classer vos forces de la plus présente à la moins présente. Les 24 forces dans le questionnaire, c'est ce qui représente le meilleur de l'humanité. Peu importe où on est, où sur Terre, peu importe notre origine culturelle, ethnique ou autre, notre stade de carrière, etc. Et le meilleur dans tous les domaines, pas juste au travail, là, le meilleur en tant qu'humain. En tant qu'humain, exactement. Okay. Donc, lorsque vous passez le questionnaire, ça les classe de la plus présente à la moins présente. Nous, on a testé une intervention en contexte de travail qui avait été testée
dans la vie en général, où on incitait les gens à se questionner, à réfléchir, à approfondir ces 5 premières forces-là afin de les utiliser souvent, longtemps et intensément. On avait un groupe expérimental, un groupe contrôle, et on a pu isoler l'effet de l'intervention. Donc, quand on parle de santé psychologique, de fonctionnement optimal, moi, c'est une des interventions que je mets souvent de l'avant pour justement augmenter le positif, parce que lorsqu'on connaît nos forces qui sont naturelles, authentiques et énergisantes, ça met du vent dans les voiles. Et en même temps, dans cette intervention-là, on va se garder un petit pourcentage de notre budget d'énergie pour adresser les 5 dernières forces, qui sont nos faiblesses et nos défauts. Et les faiblesses et les défauts, c'est important de les adresser tant et aussi longtemps que ça nuit à votre rendement. Donc, si vous avez un problème de gestion de la colère puis vous êtes en service à la clientèle, quelle belle idée que de vous occuper de votre défaut. En même temps, une fois que vous avez moins ce défaut-là, ça ne veut pas dire que vous allez plus utiliser les forces. Donc, cet outil-là, l'intervention qu'on a testée et tout ce courant-là nous permet d'avoir une vue d'ensemble où on a des outils, des moyens pour simultanément intercepter ce qui va mal pour essayer de diminuer les effets. Puis, il n'y a aucune vie humaine qui n'est parfaite. Le but, c'est de les réduire un peu et aussi d'augmenter le positif en même temps. Il y a eu un certain moment où les entreprises en technologie, en marketing, tout ce qui tournait un petit peu avec ce domaine-là, s'intéressait beaucoup à ses employés, essayait de dire, tu sais, même avant la pandémie, il y avait déjà du télétravail, puis il y avait déjà tu sais, de mettre l'employé, si on veut, au centre, là, de dire, il faut que l'employé soit heureux pour qu'il produise bien, oui. Parce que souvent, les employés vont préférer un meilleur état de leur situation au travail que même l'augmentation de salaire, parce que même si on fait beaucoup de salaire, si on n'est pas heureux, on va être stressé puis ça ne sera pas agréable. Il y a des études fascinantes qui comparent le pouvoir motivationnel de l'argent avec le pouvoir motivationnel du temps. Ouais. Il y a un mouvement qui vient plus un peu des États-Unis, ou appelons-les les pays anglo-saxons, qui s'appelle FIRE, F-I-R-E. C'est Financially Independent Retire Early. Le but de ces gens-là qui s'inscrivent dans ce courant-là, c'est de faire le maximum d'argent le plus possible pour avoir du temps. Mm-hmm. Or, les recherches vont montrer, au lieu de faire ça, donne-toi donc du temps tout de suite. Et l'argent, ironiquement, moi, c'est parmi les premières études que j'ai publiées, puis ma directrice de postdoc a dit, on va travailler sur l'argent, puis je me souviens d'y avoir dit, ça ne m'intéresse pas l'argent. Mm. Puis en milieu de travail, je suis dans une école de business, on ne peut pas faire autrement que de parler d'argent. Ouais. Mais il y a un concept absolument fascinant qui s'appelle la satiété financière. Donc, si nous allions manger ensemble au restaurant, peut-être qu'on ne mangerait pas la même quantité. Un de nous deux mangerait un peu plus ou tout ça, mais tant et aussi longtemps qu'au final, on se dit « j'ai plus faim », c'est correct. Et un nutritionniste va vous dire qu'un être humain normal, à peu près entre 1500 et 2500 calories, vous êtes correct à tous les jours. Si vous ne mangez pas assez, il y a des problèmes. Et si vous mangez trop, il y a des problèmes, puis les problèmes ne sont pas les mêmes. C'est la même logique avec l'argent. C'est dur à vendre avec les économistes et nos politiciens. En même temps, il y a le World Happiness Report qui sort à chaque année depuis plus que 12 ans. Et c'est 1,7 million de personnes qui sont sondées dans des échantillons stratifiés représentatifs dans 164 pays de la planète. Et on nous montre, avec ces données-là qui sont absolument éloquentes, que l'effet optimal de l'argent sur le bonheur se situe pour l'Amérique du Nord, à peu près entre 65 000 et 110 000 dollars US de mémoire. Mais le chiffre n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que le chiffre, il n'est pas si grand. Et qu'une fois qu'on atteint le plateau d'effet maximal de l'argent avec le bonheur, les données montrent que ça va même diminuer après. Ouais. Donc, si on met les deux morceaux ensemble, l'argent et le temps, les pays qui donnent le plus de temps à leurs concitoyens vont souvent être plus performants que les pays où les gens travaillent plus. Puis ça tombe sous le sens d'un point de vue expérientiel. Oui. Essayer de vendre cette idée-là à un économiste ou un politicien, ça va être tough. Exactement. Mais moi, ce que j'aime de la recherche, c'est justement de séparer ce qui est une intuition souvent fausse pour l'économie avec un fait réel qui fonctionne avec l'être humain. En terminant, c'est déjà beaucoup de matière très intéressant, M. Forêt. Comment on peut trouver votre profil, peut-être LinkedIn, c'est peut-être la meilleure façon de vous trouver. Et vous avez aussi publié un livre, on peut peut-être mentionner. Oui, le livre que nous avons publié s'appelle « Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination ». Donc, il est disponible
disponible sur le site Le Libraire ou en librairie. Si des gens préfèrent le lire en anglais, il a été publié à Amsterdam University Press sous le titre The ABC of Work Motivation, ou sinon sur LinkedIn, c'est un bon moyen de me rejoindre. Et on peut vous retrouver, donc, Jacques Forêt, professeur titulaire à l'ESG, donc sur LinkedIn. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, la crise de la proche aidance. Oui, la proche aidance, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet. C'est sur le site Observatoire Proche Aidance. Et l'article en question s'appelle « La proche aidance en chiffres au Québec ». Oui. Et on va voir que la proche aidance, c'est de l'ouvrage, et puis de plus en plus, à cause du vieillissement de la population. Et du manque peut-être des fois de services dans le système de la santé, tout ça. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont appelés de proches aidants, là, un peu bénévolement, entre guillemets. Donc, c'est un sujet important. Oui. Alors, ce qu'on nous dit dans cet article, on nous dit les statistiques les plus récentes sur la proche aidance au Québec sont tirées d'une compilation réalisée par l'Institut de la statistique du Québec en février 2022. L'Observatoire a réalisé une analyse différenciée selon l'âge et le sexe à partir de ces statistiques. Et on nous dit que 21,1% de la population québécoise âgée de 15 ans et plus sont des personnes proches aidantes. Et beaucoup s'ignorent, parce que c'est énorme. Une personne sur 5, là. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont des proches aidants. Peut-être, oui. Ouais. Oui. Il y a 57,5% qui sont des femmes. 42,5% sont des hommes et 57% occupent un emploi. 14,5% sont âgés de 15 à 44 ans, alors que 30,6% sont âgés de 45 à 64 ans. Et finalement, 20,5% sont âgés de 65 ans et plus. Quand tu dis, il y a presque 60% du monde qui occupe un emploi, donc on voit déjà la problématique de dire comment conjuguer le temps là, de travailler et d'aider C'est une pas personne. Évident. Et la population, comme je disais tantôt, vieillit de plus en plus. Ouais. La loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes définit une personne proche aidante comme suit. C'est toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. On nous dit le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, et est offert à titre non professionnel de manière libre, éclairée et révocable dans le but notamment de favoriser le rétablissement de la personne aidée et le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. Il peut prendre diverses formes, par exemple le transport, l'aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel ou la coordination des soins et des services. Il peut également entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. Maintenant, dans un autre article sur le même sujet que j'ai pris sur le site La Presse, c'est un article intitulé « Une crise du vieillissement redouté ». C'est écrit par une madame du nom de Catherine Desautels, qui est journaliste à la Presse canadienne. Elle nous dit « La santé mentale des proches aidants est mise à mal. Ils éprouvent des difficultés financières et la moitié d'entre eux ne connaissent pas les ressources qui s'offrent à eux pour les appuyer. » C'est ce qui ressort d'un rapport national sur les proches aidants canadiens publié par le CCEA. Et le CCEA, c'est le Centre canadien d'excellence pour les aidants. C'est un rapport qui s'appelle « Être aidant au Canada », enquête auprès des aidants et des fournisseurs de soins à travers le Canada. Et cette étude sonne l'alarme en ce qui concerne le vieillissement de la population. Il prévient que la crise des soins à laquelle le pays est confronté ne fera qu'empirer sans la mise en place de mesures concrètes.
on peut lire dans le rapport que le pire des scénarios se prépare. La demande de soins augmente, les aidants vieillissent, le nombre d'aidants disponibles diminue et les besoins en matière de soins deviennent plus complexes en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des taux d'invalidité et des problèmes de santé mentale. On nous dit qu'il est urgent de veiller à ce que les aidants et les fournisseurs de soins disposent des ressources et des services nécessaires pour assumer leurs responsabilités. La moitié des Canadiens seront des aidants au cours de leur vie. Selon Statistique Canada, en 2022, 6,4 millions de Canadiens ont prodigué des soins non rémunérés à des adultes dépendants de soins. Les résultats du rapport se basent sur un sondage national sur la prestation de soins auquel ont participé plus de 3000 aidants et fournisseurs de soins à travers tout le pays, principalement de l'Ontario, avec 38 % des répondants, et du Québec, avec 24 % des répondants. Selon le CCEA, ce sondage comble certaines lacunes en matière de données et certains indicateurs sont mesurés pour la première fois au Canada. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan. Et on poursuivra sur le même sujet plus tard à l'Espresso allongé. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin apporte sa chronique sur le sujet microplastique et cerveau. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec la crise de la proche aidance. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie Douce. Écoutons-les. C'est avec plaisir que je reçois encore une fois notre chroniqueuse en résidence. Alors, Catherine Stassin, bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Merci d'être là. De ta chronique aujourd'hui, tu vas nous parler des microplastiques et des effets sur le cerveau, je pense. Hein? Et les effets sur le cerveau et sur d'autres organes, mais on va privilégier ici le cerveau, puisque de manière générale, on parle de santé mentale à Folie Douce. Et le plastique, c'est devenu un fléau. Tu sais, à une époque, là, je ne sais pas si c'était des années 60 ou des années 50, le plastique est arrivé. Tu sais, tout à coup, c'était une belle invention. C'était fantastique, là, comme les banylons. Mais non, c'est plus quoi faire avec le plastique. On trouve que c'est trop omniprésent. Puis là, tu as même les microplastiques. C'est surtout qu'on ne sait plus comment s'en débarrasser après. Ouais. Et qu'ils persistent dans la nature et ils se mettent dans tout parce que c'est pas juste que, pour pas citer de marque, un récipient en plastique. Ouais. En fait, il va être réduit à du microplastique et puis à une dimension de nanomètres, de nanoplastique. C'est un genre de poussière de plastique. C'est de la poussière de plastique. On va voir un petit peu les dimensions de ce que ça peut être. Mais si je vous dis que dans notre cerveau, de manière générale, en moyenne, et c'est assez choquant, on a la taille d'un grain de raisin costaud dans le cerveau. Ah oui, en plastique, là. En microplastique. En microplastique un peu partout. C'est comme dans le cerveau, juste dans le cerveau. On a inhalé ça, par exemple, ou on l'a eu par on va voir qu'en fait, ça vient par la barrière sanguine, enfin la barrière sanguine par le sang. Par le sang, hein. Et donc, ce n'est pas suffisant pour qu'il ne traverse pas les parois et ne s'accumule pas dans le cerveau. OK. Donc, ça, c'est assez fou parce que, en fait, quand le plastique, il arrive comment chez nous? Il arrive parce qu'il est partout, il est dans l'air, les nanoplastiques, dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture, dans les récipients, dans les emballages de nourriture, etc., etc. Donc, c'est comme si on était dans un gros emballage plastique perpétuellement, en fait, dans toutes nos actions de la vie quotidienne.
Et on ne savait pas ça quand le plastique a été inventé ou a été répandu. On aurait pu, et j'imagine qu'il y a des gens qui ont pensé aux conséquences, mais on ne parlait pas de recyclage à l'époque. On se disait c'est pratique aussi pour toutes sortes de raisons. Voilà, et puis c'était assez solide. Au début, les récipients plastiques duraient pas mal d'années, donc on ne se posait pas la question. On les mettait au micro-ondes et en avant, etc., ne sachant pas que c'est vraiment pas l'idéal de chauffer un plat plastique. Non. Parce que ça dégage évidemment des nanoplastiques. Et ça peut aller sur la nourriture qu'on ingère ensuite, et puis et voilà. Et dans l'air. On se retrouve avec un grain avec l'équivalent d'un raisin, c'est quand même beaucoup, là, dans le cerveau, un adulte. C'est ça, un peu réparti partout dans le cerveau, c'est quand même donc beaucoup. D'autres parlent d'une cuillère. Dans le cerveau. Moi, je trouve que c'est plus visuel, un petit grain de raisin. Mais c'est un peu réparti, là, tu sais, toutes les... Oui, c'est sûr qu'il est réparti dans le cerveau. Mais la somme de tout ça... Il ne se présente pas tel quel, en boulette, mais il est réparti justement dans le cerveau, et c'est ça qui aussi est plus difficile, parce qu'on ne peut pas aller le chercher. Si c'était une petite boulette dans un coin, ce serait bien pratique. C'est ça. Et il faut savoir aussi que ces microplastiques, donc, qui nous entourent un peu partout, ils arrivent à notre cerveau en moins de 2 heures, à partir de l'ingestion. Que ce soit au niveau sanguin par nos barrières, par les organes, par la respiration, par le sang. Donc c'est vraiment important de savoir qu'en moins de 2 heures, ça fait partie à part entière de notre corps, en fait. Ouais. Et le cerveau, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a 30 fois plus de microplastiques que n'importe quel autre organe du corps. Donc notre foie, nos reins, nos intestins, pourtant on digère la bouffe, etc., on a 30 fois moins que le cerveau. Donc on peut se poser plein de questions là-dessus. Moi, je ne vais pas ici aller dans tous les sens parce que les études sont encore en cours. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas pourquoi ce plastique se comporte de la sorte et s'accumule dans le cerveau, quelque part? On peut se poser des questions. On peut se poser des questions aussi sur le plastique. Aussi, ce qui est accumulé dans notre cerveau, c'est composé à 90% de plastique appelé le polypropylène, qui est en fait le plastique le plus courant dans la vie. Alors maintenant qu'on a parlé de l'accumulation des microplastiques dans notre cerveau, on peut se poser des questions sur l'impact que ça peut avoir sur la santé du cerveau. Est-ce qu'il y a une influence sur les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson? Est-ce qu'il y a des inflammations causées par ces microplastiques? On doit vraiment se poser ces questions-là. Ce que ont remarqué les chercheurs, c'est qu'il y a des dépôts importants sur des parois vasculaires cérébrales, donc les vaisseaux qui sont dans le cerveau. Et on doit avoir bien en tête que quand on parle de nanoplastique ici, donc encore plus petit que les microplastiques, on parle de taille d'atomes. D'accord? Donc c'est comme le diamètre d'un atome d'hydrogène ou d'un autre atome. C'est extrêmement petit, donc on peut comprendre que ça traverse les parois, que ça passe par le sang et qu'on respire de l'air et que du coup, par les poumons, on ingère également le microplastique. Donc, on se pose des questions, on se dit, mais on n'a pas assez de résultats, il n'y a pas encore eu assez d'études sur les êtres humains. Ah, mais il y en a sur les animaux. On va voir un peu ce que ça donne sur les animaux. On a eu des études sur les poissons et quand il y a eu ingestion de nanoplastiques, on a vu qu'ils réduisaient leur activité. On a vu qu'ils perdaient leur performance en chasse. Chez les souris, on a vu pendant 2 mois, quand on a fait ingérer ça, qu'ils avaient des problèmes cognitifs et des problèmes d'apprentissage. C'est des souris qui sont plutôt assez bonnes, assez malines, on va dire. On voit qu'il y a un dérèglement de la production cellulaire. On voit qu'il y a des problèmes de métabolisme simple, donc pour que les organes fonctionnent convenablement, que ce soit les intestins, les poumons, des organes quand même fondamentaux. Alors, il n'y a aucune partie du système qui est épargnée dans ce cas-là. Donc, on peut, sans faire des raccourcis trop faciles, se dire que oui, chez l'être humain, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un impact sur le cerveau et sur le fonctionnement du cerveau? Et peut-être déjà certaines maladies que les gens peuvent avoir, peut-être c'est causé un petit peu par ça. Puis là, on le découvre, tu sais, parce qu'on se dit toujours, c'est quoi la cause de la maladie? Ça peut être plein de causes, ça peut être un ensemble de causes. Peut-être aussi le plastique aide pas, le microplastique. C'est ça. Là, je voulais pas faire une extrapolation qui n'est pas encore écrite par des recherches, même s'il y a, comme ils disent, des dépôts notables et qu'il y a des liens à faire. Et il y a des liens à faire. Mais
ce que se posent les chercheurs surtout, c'est que, tiens, est-ce que, comme ils ont constaté lors d'une autopsie que sur des cerveaux de patients qui avaient une certaine démence, ils remarquaient qu'il y avait 3 à 5 fois plus de microplastiques que sur un cerveau sain. OK. Bon, c'est quand même une indication. Oui, que ça aide pas. La démence, c'est ça. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, on ne veut pas faire de raccourcis bon marché. Il faut vraiment être systématique et se poser les bonnes questions. Et je me dis, sans enlever la gravité de ça, je me dis qu'à toutes les époques, il y a eu des choses. Il y a peut-être à un certain moment, les gens avaient des particules des gens qui travaillaient plus dans les industries de métallurgie puis d'amiante. Puis, dans le fond, il y a des corps étrangers, ça a toujours causé des problèmes. Mais là, c'est répandu dans la société, comme tu disais tantôt, avec des récipients, avec la nourriture qu'on prend et tout ça. Donc, c'est peut-être plus grave jusqu'à un certain point. Oui, parce qu'on connaît tous quelqu'un, en tout cas, on a entendu parler de quelqu'un qui a souffert de l'amiante d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était simplement ingénieur dans une usine d'amiante. Et donc, il était plutôt dans les bureaux que dans la production. Et en fait... pour finir, c'est sa femme qui a attrapé ce fameux cancer parce que c'est elle qui s'occupait des vêtements une fois qu'il revenait du bureau, etc., et que c'est elle qui passait plus de temps là-dessus. Donc, on voit que, je parle d'amiante maintenant, mais ça pourrait être une autre molécule. Oui. En fait, c'est pas naturel que ce soit dans l'air, le plastique, et donc c'est pas fait pour nous et pour le bon air qu'on doit respirer normalement. Et tu disais tantôt les poissons, certains poissons, on dit qu'ils ont eux-mêmes dans leur chair, si on mange les poissons ensuite, on mange du plastique. Oui, on mange du plastique, on mange du mercure, mais oui, le plastique c'est certain, oui, donc, oui, tout à fait. C'est ça. Parce qu'il passe aussi la barrière hématique, on dit la barrière du sang. Oui. Donc, il faut se poser des questions parce qu'effectivement, si on peut réduire, puis si on peut trouver peut-être, si on peut prouver surtout que certains plastiques peuvent causer des problématiques, bien, on peut essayer d'agir peut-être ou... c'est bon de le savoir, de le prouver, en fait. Mais avant qu'on en soit à ce raccourci, c'est un effet, c'est de cause à effet. Ils ont ingéré des plastiques, il y a démence, etc. On peut peut-être se dire, tiens, est-ce que plutôt des cerveaux qui ont une micro-inflammation, qui ont une maladie, est-ce que eux, ils ont peut-être une fragilité qui fait que les microplastiques passent plus facilement cette barrière du sang? Et donc ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Donc il ne faut pas être trop extrapolé en attendant les résultats. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des solutions à notre niveau. Il y a des solutions qui existent. De prévention. Il y a des solutions de prévention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut savoir que le plus important, c'est de privilégier l'eau qu'on va pouvoir prendre au robinet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une étude sur les personnes qui ingéraient uniquement leur eau par bouteille plastique. Elles consommaient 90 000 particules de microplastiques par an, alors que les personnes qui buvaient l'eau du robinet, 4 000. On voit que c'est énorme. Donc, de 4 à 90 000 pour les personnes qui utilisent des bouteilles non-stop, c'est quand même flagrant. Donc, on peut déjà réduire extrêmement les doses, entre guillemets, en prenant l'eau du robinet qui n'a pas été contenue dans une bouteille plastique. Et si on veut l'amener avec nous, il y a des bouteilles des bouteilles en aluminium ou en verre. Où il n'y a pas de plastique, donc ça évite de ça. Comme dans le temps, le lait était dans les bouteilles en verre. Oui, exactement. Le verre est plus étanche à tout, là, en fait, c'est ça. Voilà, c'est vraiment essayer de privilégier ça. Alors, et tu disais tantôt aussi ne pas chauffer les aliments dans du plastique. Ne pas chauffer au micro-ondes dans des plats en plastique. Il faut les mettre soit dans une assiette directement ou dans un plat en verre, en vitro, peu importe. Là. Un plat en verre aussi. Et puis privilégier la nourriture non transformée parce qu'ils ont remarqué aussi que dans les pépites de poulet, il y avait 30 fois plus de microplastiques que dans une poitrine de poulet. Oh. Parce que c'est un résidu. La pépite de poulet, elle a été emballée, réemballée,
Alors que si on choisit de la nourriture qui n'est pas ultra transformée, elle n'aura pas été emballée dans du plastique. On peut essayer d'aller chercher le poulet direct chez le boucher ou, je sais pas, ou trouver une sorte de poulet qui n'est pas trop emballé dans du plastique. Ou une poitrine qui est déjà pas transformée, puis nous, on la transformera s'il faut. Là. Voilà. Trouvons des solutions qui ne soient pas hyper onéreuses, mais qui puissent quand même nous aider. Ouais. Et ce qu'on peut dire de manière anecdotique aussi, c'est que ils ont remarqué que le microplastique, était hyper véhiculable par le cholestérol. Donc, le gras qu'on a absorbe énormément les microplastiques. Bien, merci. On va mettre certaines références sur notre site web, comme à notre habitude. Là, des gens qui voudraient en savoir un peu plus sur notre site antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce, sur ta chronique sur les microplastiques et le cerveau. Merci beaucoup, Catherine, pour ce sujet. Merci, Yvon. Au revoir. Au revoir. Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. De retour au micro avec l'Espresso allongé. Et Pierre, ton sujet que tu as commencé plus tôt, la crise de la proche aidance. Je voulais ajouter, Pierre, quelque chose, c'est que, tu sais, on t'en parlait aussi dans le premier segment, mais on pense souvent proche aidance, tu sais, pour des personnes handicapées, des personnes âgées, choses comme ça. Mais il y a aussi de la proche aidance auprès des jeunes ou auprès de ses enfants, auprès d'enfants malades, d'enfants qui ont besoin de présence, là, que ce soit de nos enfants ou on le dit dans la description, de toute façon, là, ça peut être des proches aussi. Là. Des fois, ça peut être des gens qui sont liés à nous un peu, mais sans être nécessairement ça peut être des adultes aussi dans la fleur de l'âge. Oui, c'est ça, pour toutes sortes de raisons, parce que la proche aidance, ça ne prend pas grand-chose. Dès qu'on aide quelqu'un qui est un peu vulnérable, on est proche aidant. Ça ne prend pas beaucoup de temps dans une semaine. Même ça peut être des personnes qui vivent une dépression profonde. Et ça peut être temporaire, comme tu mentionnais aussi. C'est pas quelque chose à long terme, mais il y a beaucoup de proches aidants. Là. Tu t'en parlais tantôt, il y a quand même beaucoup de monde. Là. Oui. Alors, je vais poursuivre la lecture du deuxième article que j'avais entamé tantôt. J'avais pris ça sur le site web lapresse.ca et le titre de l'article, c'est « Une crise du vieillissement redouté », écrit par Mme Catherine Desautels, qui est journaliste à la presse canadienne. Alors, Mme Catherine Desautels nous dit « Un constat inquiétant ressort de l'enquête concernant la santé mentale des proches aidants au pays. Un quart d'entre eux indiquent que leur santé mentale est passable ou mauvaise, et plus les aidants passent de temps à s'occuper d'autrui, plus ils sont fatigués, débordés et déprimés. » Toujours dans ce rapport. Alors, Mme Desautels nous dit « Il n'est pas étonnant que les proches aidants s'épuisent lorsqu'on sait qu'ils fournissent en moyenne plus de 5 heures de soins par jour, soit exactement 5,1, ce qui représente souvent plus de 30 heures de soins par semaine, soit l'équivalent d'un emploi à plein temps. » Et ces gens-là, pour plusieurs, travaillent. Ça fait un double emploi, finalement. Souvent, oui. Ouais. Alors, le CCEA, c'est-à-dire le Centre canadien d'excellence pour les proches aidants, nous dit qu'il est nécessaire de mettre en place des politiques et des lois en matière d'emploi, telles que des congés et des avantages spécifiques pour les aidants. Le vieillissement de la population a aussi pour conséquence que de nombreux aidants peuvent également avoir besoin de soins. Près d'un aidant sur 5 est âgé de plus de 65 ans. Le Centre appréhende que les proches aidants et les fournisseurs de soins devront prodiguer des soins pendant plus d'heures et plus d'années à mesure que la population vieillit. Selon lui, les besoins en matière de soins seront plus complexes et le nombre d'aidants diminuera en raison justement de ce même vieillissement. L'enquête montre aussi qu'être proche aidant est source de stress financier. Les résultats du sondage ont révélé que 37% ont connu des difficultés financières, 19% ont dû cesser d'épargner et 15% se sont endettés davantage, tous en raison de leur responsabilité d'aidant. Les données révèlent également qu'un proche aidant sur 5 a soutenu financièrement la personne dont il s'occupe. Et parmi eux, 22% ont déboursé de leur poche au moins 1 000 $ par mois.
Le CCEA signale que la moitié des proches aidants ne connaissent pas les crédits d'impôt liés aux soins et la grande majorité estime qu'un crédit d'impôt sur le revenu ou une allocation mensuelle de soins serait utile. Les aidants ont indiqué que les aides financières sont la solution politique la plus importante dans tous les aspects du soutien. Pour répondre à leurs besoins, peut-on lire dans le document. Le CCEA souhaite que des mesures soient prises pour mettre en œuvre une compensation directe pour les aidants. Il fait valoir aussi qu'il faut mieux faire connaître les crédits d'impôt et les avantages fiscaux et en élargir l'admissibilité. Les mauvaises conditions de travail font fuir les fournisseurs de soins, affirme le Centre canadien d'excellence pour les proches aidants. Il indique de plus que 80% du personnel, notamment les préposés aux bénéficiaires et les professionnels de soutien aux personnes vivant avec un handicap, ont envisagé de changer de carrière, invoquant le faible revenu, le manque de personnel, la discrimination et le manque de sécurité en milieu de travail. Il existe plusieurs obstacles à la rétention du personnel soignant, tels que les bas salaires et l'épuisement professionnel. Le rapport suggère d'améliorer leurs conditions de travail, ce qui passe surtout par l'augmentation des salaires et par une sécurité accrue sur leur lieu de travail. Peu de proches aidants utilisent les services de soins à domicile alors qu'ils en auraient grandement besoin. L'enquête nationale révèle que 42% des aidants n'ont jamais tenté d'obtenir des soins rémunérés pour leurs bénéficiaires et 16% seulement ont déclaré que la personne dont ils s'occupent a eu recours à des services de soins à domicile au cours des 12 derniers mois. Donc, les proches aidants ignorent l'aide qui est disponible finalement. On nous dit que les difficultés d'accès aux services semblent être l'explication numéro 1. La majorité, soit 63% des proches aidants qui ont tenté d'avoir recours à des soins rémunérés, ont trouvé difficile de les engager ou d'y accéder. En conclusion, le Centre canadien d'excellence pour les aidants presse les législateurs et les employeurs d'améliorer les conditions de travail des fournisseurs de soins afin d'attirer du personnel et de retenir celui qui fournit déjà des soins. Cela est primordial pour répondre à leurs demandes. Merci beaucoup. C'est un sujet important, la crise de la proche aidance. On va certainement y revenir dans d'autres émissions. Merci beaucoup, Pierre, pour ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous, Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bien, bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet que tu nous as emmené à l'espresso allongé, la crise de la proche aidance. Oui. On a appris beaucoup de choses et on s'intéresse de plus en plus à ça. Il faut s'y intéresser. On n'a pas le choix. Hein? Ça touche beaucoup de monde de plus en plus. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Jacques Forêt, était avec nous. Je lui ai demandé comment faire pour préserver la santé mentale des employés en milieu de travail. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience sur le sujet. C'était fort intéressant de l'écouter. J'espère de pouvoir même le réinviter éventuellement. Ben oui, surtout qu'il y a une bonne voix de radio en aussi. Plus, ça tombe bien. notre collaboratrice était aussi des nôtres, Catherine Stassin. Son sujet, microplastique et cerveau. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.